au risque d'en choquer certains. Bien sûr, divers facteurs ont contribué à l'amélioration soutenue de notre espérance de vie au cours des siècles. Accès à l'eau potable, amélioration de la nutrition, de l'hygiène, contrôle efficace des naissances, immunisation, etc. Dans les pays développés, comme le nôtre, ces problèmes sont réglés depuis fort longtemps. Et pourtant, nous continuons de bénéficier d'une croissance quasi exponentielle de notre espérance de vie. Les Français, par exemple, gagnent en moyenne un trimestre tous les ans. Et c'est comme ça depuis 50 ans. Donc l'effet cumulé est absolument énorme. Nous avons gagné 12 ans d'espérance de vie en un demi-siècle à peine. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jamais nous n'avons vécu aussi longtemps et en si bonnes conditions physiques. C'est bien sûr à l'innovation médicale et pharmaceutique que nous devons ce récent progrès, et le point de vue que je défends dans ce livre est que cette innovation résulte directement de la course au profit et de la finance. Oui, alors pour comprendre le rôle joué par la course au profit dans cette histoire, comme vous dites, il faut en amont comprendre ce qu'est une innovation. Le grand public a souvent tendance à confondre l'innovation avec l'invention. C'est une erreur. Une innovation, c'est bien plus qu'une invention, c'est une invention diffusée, sans quoi elle n'est d'aucune utilité collective. Prenez le cas de l'autocuiseur, dont on doit la création au physicien français Denis Papin, né sous Louis XIV. Eh bien, il faudra attendre près de 3 siècles pour assister à sa démocratisation dans les foyers de l'Hexagone, sous l'appellation cocotte-minute par l'équipementier Seb au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez bien qu'en 3 siècles, de nombreuses entreprises se sont risquées à diffuser l'ustensile de cuisine. Mais sans succès. Son maniement restait trop délicat, bien souvent dangereux, et son prix trop onéreux. L'histoire de l'innovation regorge d'anecdotes de ce genre qui illustrent un décalage temporel entre une invention et la diffusion. La finance permet justement de réduire cet écart, de rapprocher l'invention de la diffusion, car nos économies de marché capitalistes, aussi péjoratifs que sont connotés ces termes actuellement, sont des championnes toutes catégories de la diffusion, au moyen d'un processus qui leur est propre, la commercialisation. Et donc, qui dit commercialisation, dit la course au profit, l'argent pour fédérer des équipes entrepreneuriales autour d'un projet industriel en vue de diffuser une invention. À mon sens, il faut se garder de mépriser la commercialisation en y voyant que la pure exploitation mercantile de l'invention. C'est bien plus que cela. Prenez Léonard de Vinci, considéré par certains historiens comme le plus grand inventeur de tous les temps. Eh bien, sa vie tout entière n'aurait sans doute pas suffi à commercialiser ne serait-ce qu'un dixième de ses inventions. Et pour cause, ces épures, aussi fascinantes soient-elles, ne posent jamais le problème de la force motrice. Résultat, son hélicoptère s'envolerait comme une toupie, son parachute en pyramide s'enroulerait sur lui-même, son bateau à aube n'avancerait pas, et son scaphandrier s'asphyxierait. Le problème, c'est que les technologies de l'époque ne permettaient pas de fabriquer de tels engins. Vous voyez donc que commercialiser, ça n'est pas trivialement déposer un article sur l'étal d'une boutique, c'est bien plus que cela. C'est conférer le réalisme, le caractère opérationnel nécessaire à l'adoption de l'invention par le grand public. On retrouve ce schéma dans l'innovation pharmaceutique, avec en amont l'invention qui consiste en l'identification des principes actifs du remède, et en aval la commercialisation qui nous permet de trouver le médicament chez notre pharmacien. On retrouve également ce schéma dans l'innovation médicale, puisque l'incroyable allongement de notre espérance de vie dont nous bénéficions depuis quelques décennies est le fruit de la commercialisation d'appareils qui peuplent aujourd'hui nos hôpitaux et qui ont littéralement métamorphosé la science du diagnostic. Échographie, électroencéphalogramme, scanner, mais également ouvert la voie de nouvelles interventions chirurgicales, greffe, pose d'implants comme le pacemaker, etc. À l'origine de chacun de ces appareils, on trouve des inventions potentiellement désintéressées sur le plan mercantile, mais également de la diffusion, qui, elle, répond directement à la course au profit. Prenez le cas de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de visualiser en 3 dimensions l'intérieur du corps humain et dont on se sert aujourd'hui dans un large spectre d'interventions à l'hôpital, des problèmes les plus graves, comme la détection des tumeurs et des cancers, jusqu'aux plus bénins, comme la rupture ligamentaire du genou, par exemple. Ceux qui font du ski ou jouent au foot en savent quelque chose. Eh bien, à l'origine du dispositif IRM, on trouve une série d'inventions jalonnées du travail de milliers de chercheurs, dont 5 prix Nobel de physique,
2 prix Nobel de chimie et 1 prix Nobel de médecine. Voilà pour l'amont de l'innovation. En aval, celle-ci se poursuit par de la diffusion. Et c'est à l'industrie de l'imagerie médicale que l'on doit une véritable performance de démocratisation technologique. Puisqu'en France, rien qu'au cours des 10 dernières années, le nombre de dispositifs IRM a été multiplié par 3. Le processus, si onéreux il y a encore quelques années à peine, s'est démocratisé dans de telles proportions que désormais même les animaux de compagnie y ont accès. C'était impensable il y a 20 ans à peine. Que s'est-il passé ? Eh bien, des milliers de petites entreprises, dont bon nombre de start-up, se sont livrées à un véritable travail de fourmi pour améliorer à la marge la qualité, pour certaines d'entre elles, des aimants, pour d'autres des antennes ou encore des logiciels ou des calculateurs qui composent le dispositif IRM. Et c'est l'amas de ces minuscules améliorations qui a sans cesse tiré le prix des appareils IRM vers le bas. Un peu comme en informatique, la raison pour laquelle votre ordinateur domestique perd chaque jour un peu de sa valeur sur le marché de l'occasion, ça n'est pas parce qu'il s'use, c'est parce qu'il est déclassé par des ordinateurs plus performants. Oui, alors je parle d'informatique car c'est l'exemple qui parle à tout le monde. Je pourrais raconter exactement la même histoire avec l'innovation pharmaceutique. L'invention en amont est le fruit de la recherche fondamentale, conduite depuis les laboratoires universitaires où des chercheurs s'efforcent d'identifier une cible biologique, un gène, une protéine, pour le traitement d'une maladie. Ensuite, la recherche appliquée prend le relais. Le laboratoire pharmaceutique éprouve alors des milliers de molécules pour déceler celles d'entre elles, souvent moins d'1%, qui ont les bons attributs. Alors je passe sur les détails de mise au point d'un nouveau médicament, mais il faut savoir que c'est un processus qui est très long, entre 12 et 15 ans, et très coûteux, environ 1 milliard d'euros en moyenne par nouveau médicament. Cette activité est conduite par le secteur privé, fait de petites entreprises novatrices en biotechnologie qui s'allient à des grands groupes pharmaceutiques. Là encore, c'est la course au profit et la commercialisation, mode de diffusion propre à nos économies de marché, qui permet le mieux de tracter l'innovation. Cela étant dit, je me permets une petite aparté, car l'usage de l'argent dans le domaine n'est toutefois pas dénué d'inconvénients. Les laboratoires pharmaceutiques privés répondent à une demande qui est exprimée en termes monétaires, si bien que l'on assiste à une forme de distorsion, puisque des médicaments pour le traitement des animaux de compagnie des pays riches sont mis sur le marché, alors que par ailleurs sont négligés le traitement de maladies tropicales qui frappent les contrées les plus pauvres du globe. Et je pense à la lèpre, à la dengue, à la maladie du sommeil, la maladie du ver de Guinée, etc. Un autre enjeu est le rapport de l'industrie au brevet. Nous n'avons pas le temps de développer ici, mais ce que j'explique dans mon livre, c'est que la réalité ne correspond pas du tout à la représentation que s'en fait le grand public. Oui, effectivement. Alors je rappelle que l'espérance de vie progresse sur tous les continents. En Afrique, elle a encore gagné 10 ans depuis l'an 2000. Mais en écho à ce que vous dites, nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité où pour la première fois, il y a plus d'individus qui meurent chaque année de l'obésité que de la faim. Et le premier pays à être touché de plein fouet par ce nouveau phénomène, c'est le vôtre, les États-Unis. Le recul historique nous fait toutefois tempérer ce constat. Le continent nord-américain a une espérance de vie qui n'a cessé de s'allonger au cours des siècles et encore plus au cours de ces dernières décennies. Et ce à quoi nous assistons actuellement n'est qu'un petit décrochage, un petit pic de descente. Toutefois, il est légitime de s'en préoccuper. Alors, pour cause, d'abord, je dirais les habitudes au quotidien des Américains. Les Américains mangent trop, ils mangent mal, trop sucré, trop gras, et ne se dépensent pas assez. Si bien que la première cause de mortalité outre-Atlantique, c'est l'arrêt cardiaque. Alors vous me direz, en France, c'est le cancer du poumon, hein, donc chacun ses batailles. Aux États-Unis, les villes américaines sont pensées pour la voiture, non pour le piéton, mais les Américains ont arrêté de fumer. En France, c'est l'inverse, hein, on se dépense beaucoup, notamment au travers de la marche, mais nos trottoirs sont recouverts de mégots. Et puis, sur le plan macroéconomique, les États-Unis ont beau bénéficier d'une technologie de pointe, il n'empêche que leur système de santé est moins bien pensé qu'en France. D'une part, il coûte beaucoup plus cher, 16% de PIB contre 11% seulement en France, et je parle là de la totalité des coûts pour l'ensemble de la société, hein, lorsque l'on additionne ce qui est pris en charge par les organismes publics, les organismes privés et le reste à charge du patient.
Et d'autre part, l'accès aux soins n'y est pas socialisé, si bien que des millions de foyers américains ne se soignent pas correctement parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de se payer les médicaments ou les consultations médicales. Et on ne peut qu'être sceptique sur l'amélioration possible de cette situation avec le gouvernement actuel, celui de Trump. Oui et non. Non, dans la mesure où les inventeurs ne courent pas tous après les profits. Les sociétés communistes sont autant à même d'inventer que les sociétés capitalistes. Elles aussi disposent de brillants cerveaux, de chercheurs capables de tours de force intellectuelle. Même Cuba, sous embargo américain, inventait dans le domaine pharmaceutique. Par contre, les sociétés communistes ne diffusent de loin pas aussi bien que les sociétés capitalistes, car elles rejettent la commercialisation comme mode de diffusion. Or, quand on ne diffuse pas bien en aval, on ralentit en amont le rythme de l'invention. Donc oui, la course au profit sert également l'invention, mais indirectement via la diffusion. Là encore, je vais recourir à un exemple informatique qui parle à tout le monde. Cela fait un demi-siècle que l'on assiste chaque année à une innovation technologique dans le domaine, si bien que l'ordinateur que vous avez à votre domicile est plus performant que les ordinateurs utilisés par la NASA à la fin des années 60 pour envoyer un équipage sur la Lune. C'est absolument incroyable quand on y pense. Cette cascade d'innovation technologique résulte d'un cercle invention-diffusion. Et la prochaine vague d'invention est d'autant plus proche de nous que les technologies actuelles sont d'ores et déjà diffusées à travers la planète. Il ne faut pas croire que la marque qui a signé votre ordinateur l'a fabriqué de A à Z. En pratique, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le groupe industriel a racheté les brevets de milliers de startups qui sont dispersées à travers le globe et dont chacune a apporté sa petite pierre à l'édifice technologique. Et à l'origine de la participation de chacun dans ce processus, on trouve la course au profit, le tout magnifié d'ailleurs par de la concurrence qui explique aussi pourquoi votre ordinateur ne nous a somme toute pas coûté grand-chose par rapport à la merveille technologique qu'il recouvre. Donc voilà, ça n'est pas par hasard si notre innovation, alors informatique, médicale, pharmaceutique, mais technologique de manière générale, et on aurait pu aborder bien d'autres champs, est bien plus dynamique lorsqu'elle est conduite depuis des sociétés capitalistes qui adoptent des économies de marché, qui prônent la course au profit, que lorsqu'elle est conduite depuis des sociétés communistes qui, au contraire, rejettent la commercialisation comme mode de diffusion. Ah, je suis très optimiste. Le prochain défi majeur qui attend l'industrie pharmaceutique est l'exploitation des mégadonnées, le big data. Au cours des années à venir, nous allons bénéficier d'avancées extraordinaires de connaissances en matière de santé. Et ces avancées seront le fruit de l'exploitation scientifique des données des données de masse issues du séquençage génomique, des réseaux sociaux, mais aussi des objets connectés, puisque l'on voit de plus en plus de gens porter des montres intelligentes qui mesurent la qualité du sommeil, l'activité cardiaque en continu, bientôt le bon fonctionnement des reins, la composition du sang, etc. Les universités vont d'ailleurs devoir pousser la frontière des connaissances en mathématiques et en statistiques liées à leur analyse. Et de leur côté, les entreprises, les compagnies pharmaceutiques vont devoir s'allier à une multitude de start-up de biotechnologie qui, entre parenthèses, doivent leur existence à la finance de marché, mais également s'allier avec les géants du web. Google, par exemple, a démontré son incroyable capacité à localiser l'évolution de la grippe H1N1 à partir d'une simple analyse de mots-clés. Et ça, c'était il y a près de 10 ans, en 2008. Je vous laisse imaginer ce que l'on va bientôt être capable de faire dans le domaine. Bien, alors puisqu'il est temps de conclure, j'aimerais mettre l'accent sur l'idée que c'est la course au profit, que tout le monde critique actuellement, et à laquelle certains n'hésitent pas à appliquer un jugement moral, en y voyant que la pure manifestation de l'appât du gain. C'est cette course qui pousse les acteurs de divers horizons à mêler leurs efforts dans un projet commun. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est bien aux promesses de profit qui y sont associées que nous devrons une partie du projet médical à venir. Encore une fois, chanter les louanges du progrès médical tout en affichant par ailleurs un profond mépris pour l'activité mercantile, comme aiment à le faire de nombreux intellectuels, témoigne à mon sens d'un manque de recul. L'histoire nous enseigne combien le progrès médical et le commerce sont intimement liés.
Un État qui s'opposerait à l'économie de marché ou à la finance, je ne parle pas de régulation, je parle d'opposition. Un tel État serait bien incapable d'initier à lui seul la révolution thérapeutique qui nous attend.